La grande édition sur i24 News. Bienvenue à tous, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Et voici le sommaire de ce journal. Le Hamas qui se réorganise, Israël qui contre-attaque et le doute qui s'installe sur la phase 2 du plan Trump à Gaza. L'illusion d'un Hamas affaibli s'effrite. Poste de police réinstallé, taxation des importations, exécution des opposants. Les témoignages confirment que le groupe terroriste comble le vide laissé par le retrait israélien partiel. D'après les estimations israéliennes, il compterait encore 20 000 terroristes dans ses rangs. Une résurgence en forme de défi majeur au plan Trump. Alors qui pour désarmer le Hamas? Certainement pas une force internationale, répète Benjamin Netanyahu à 3 semaines d'un nouveau sommet avec le président américain. En parlant de la relation israélo-américaine, le malaise suite aux révélations du journal britannique The Guardian. Israël aurait enregistré des réunions tenues dans la base militaire US de Kiryat Gat, près de Gaza, dans le sud du pays, notamment des discussions sensibles dont Washington aurait écarté Jérusalem. Plusieurs questions ce soir. De telles méthodes sont-elles monnaie courante? Entre alliés, quelles informations les Américains cacheraient-ils à Tsahal? Et peut-on parler de crise de confiance entre les deux administrations? Et puis nous irons en France. Une nourrice comparaîtra demain devant le tribunal de Nanterre. Elle passait son temps à mélanger des produits ménagers toxiques dans la nourriture et les boissons d'une famille juive en région parisienne. Pâtes, vin, jus ou encore démaquillants. Le motif antisémite a été retenu par le juge d'instruction. La coupable, Leila Y, 42 ans, ressortissante algérienne, sous le coup d'une OQTF. On y reviendra tout à l'heure. Pour les titres, bonsoir à tous. Le Hamas ne se réimplantera pas. La promesse de Tsahal à l'épreuve des faits dans la bande de Gaza. L'armée israélienne qui constate que chaque journée de cessez-le-feu permet au mouvement terroriste de se recomposer. On part tout de suite le vérifier sur le terrain avec Stéphane Goldin qui nous attend en direct du sud d'Israël, notre envoyé spécial. Bonsoir Stéphane. Alors ce constat d'abord avec vous qui n'est qu'une demi-surprise, on va le dire. Un Hamas qui se reconstruit au-delà de la fameuse ligne jaune malgré les raids ponctuels toujours de Tsahal. Bonsoir David, effectivement le Hamas n'a pas désarmé, le Hamas n'a pas déposé les armes et le Hamas se reconstruit quotidiennement, jour après jour. D'abord, le Hamas reçoit de l'argent. Cet argent vient de l'Iran, transite par la Turquie, arrive dans les mains, je dirais, des dirigeants du Hamas. De plus, le Hamas a une main sur l'aide humanitaire et elle se sert de cette aide humanitaire pour justement recruter de nouvelles personnes, recruter surtout des terroristes, mais acheter aussi sa population. Elle a mis en place des taxes sur certains produits justement pour récupérer en plus encore un peu plus d'argent. Et concrètement, aujourd'hui, il y a un véritable pouvoir de police qui a été mis en place par le Hamas dans l'ensemble de la bande de Gaza, en tout cas dans la partie qu'elle dirige. Et on voit très bien que le Hamas a toujours cette main, en tout cas sur la bande de Gaza. Elle a une main aussi sur la population et elle fait toujours très peur à cette population parce qu'elle exécute tout opposant à cette mouvance terroriste et tout opposant qui pourrait aller à l'encontre des idées du Hamas, comme on l'a vu encore il y a quelques jours avec l'élimination d'un membre d'une milice anti-Hamas. Donc on voit très bien que le Hamas, pour l'instant, maintient ses positions et elle n'a pas du tout envie de quitter les lieux. Le Hamas n'a pas envie de quitter le pouvoir de la bande de Gaza et compte se maintenir et compte continuer à se renforcer. Stéphane, du coup, de sérieux doutes aujourd'hui forcément quant au respect et aussi à l'avenir de l'accord Trump sur Gaza. Beaucoup d'inquiétudes et beaucoup, d'interrogations sur cet aspect, sur, ces accords, parce que concrètement, on a l'accord, la phase 1 de l'accord n'a pas été encore complètement réalisée. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a toujours un otage qui est toujours dans les mains du Hamas, Ran Gvili, qui est toujours actuellement, même si c'est un otage mort, qui n'a pas été restitué, même si des recherches sont en cours dans le nord de la bande de Gaza. Mais au-delà de cela, le Hamas n'a jamais voulu de cet accord et le redit régulièrement. Encore aujourd'hui, Khalil El-Khaya, qui est un grand dirigeant, de la mouvance terroriste, qui sert de négociateur pour toutes, les liens entre Israël, le Qatar et le Hamas, a dit clairement qu'ils étaient prêts à déposer les armes avec des conditions, et ces conditions seraient de donner ou faire stocker leurs armes, lourdes ou légères, les choses ne sont pas si claires que ça, avec une entité palestinienne. Depuis, on voit très bien aussi que Khaled Meshal, qui est un dirigeant du Hamas connu par les services israéliens, a dit depuis Istanbul, depuis la Turquie, clairement qu'il souhaitait la destruction de l'État d'Israël. Depuis, toujours, le Hamas a redit et continue à dire qu'ils ne veulent pas, de force internationale. Ils veulent simplement une force soi-disant
palestiniennes. Quelle force palestinienne? Personne ne le sait. Concrètement, le Hamas, pour le moment, refuse tout accord et veut maintenir cette pression vis-à-vis d'Israël. D'ailleurs, on l'a vu encore tout à l'heure, puisqu'il y a eu une tentative d'attentat contre les forces israéliennes au nord de la bande de Gaza. Voilà qui est clair. Merci beaucoup Stéphane Goldin pour ces précisions ce soir en direct du sud d'Israël, tout près de la bande de Gaza. On va se tourner également vers notre expert défense. Bonsoir Mathias Inbar. Alors Mathias, impossible de ne pas avoir anticipé cette situation qui veut que le cessez-le-feu profite essentiellement, voire uniquement au Hamas. Israël serait-il prisonnier aujourd'hui de ce plan Trump qui n'est d'ailleurs pas respecté, on le rappelle, par le Hamas? Presque, pas encore prisonnier, bien évidemment. Alors, on confirme du côté des officiers du renseignement que l'administration Trump va respecter son accord, c'est-à-dire que le Hamas ne se maintiendra pas au pouvoir et désarmera. Lorsque je pose la question de savoir comment, eh bien, pour l'instant, on n'a pas la réponse du côté d'Israël. Et c'est ça qui pose problème, David, ce soir. C'est-à-dire que on n'est pas prisonnier, mais en même temps, on est dans l'inquiétude. C'est-à-dire qu'on ne voit pas comment, à l'heure actuelle, le président américain ou son équipe, Steve Witkoff ou Jared Kushner, pourraient forcer la main aux Turcs et aux Qataris pour que eux-mêmes, eh bien, disent au Hamas de désarmer, de partir, de quitter la bande de Gaza. Parce qu'au-delà, effectivement, du recensement dont parlait à l'instant. Dont on parlait à l'instant, eh bien, ce qui pose problème, c'est que Stéphane, pardon, c'est que il y a un vrai problème, c'est que Israël, dans son territoire, dans sa ligne de démarcation jaune, pour l'instant, a la main. Mais que se passe-t-il de l'autre côté? Et le chef d'état-major peut dire jusqu'à demain que c'est la future frontière de la bande de Gaza. Au moment où il y aura une pression, au moment où Donald Trump va dire on passe à la phase 2, que va-t-il se passer? Et là, pour l'instant, Israël n'a pas la réponse. C'est pour ça qu'il faut reprendre la main. Ouais, alors c'est ça, Mathias, il y a la ligne jaune et aussi le désarmement. On se demande qui pour désarmer le Hamas. D'ailleurs, Binyamin Netanyahou, encore aujourd'hui, n'est pas le seul à douter de cette future force internationale. Est-ce que vous pensez que c'est sur ce point qu'Israël doit rester ferme face aux Américains, à savoir que c'est maintenant qu'il faut désarmer le Hamas? Oui. Et oui, David, vous posez la bonne question ce soir, puisque le dernier en date à l'avoir dit, c'est l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan dit on est prêt à faire partie de cette force internationale, mais on a besoin des contours, on a besoin de savoir quel est notre rôle, quelle est notre fonction. Or, on le voit bien, lorsque ce n'est pas clair, ça ne fonctionne pas. Et l'exemple le plus marquant, c'est le Nord. C'est-à-dire que la FINUL n'a jamais été une force qui va désarmer. L'armée libanaise n'a pas eu l'intention de désarmer, et on le voit, ne désarme pas. Donc le seul capable aujourd'hui de désarmer, c'est Israël. L'exemple le plus marquant, c'est encore le Nord. On vient de passer 1 an de cessez-le-feu et le Hezbollah continue de se réarmer. Est-ce que c'est exactement ce qu'on veut dans le Sud? C'est pourtant la promesse que s'était fixée à Binyamin Netanyahou et l'administration israélienne avec et de concert l'administration Trump. Donc il n'y a pas d'autre solution pour Israël que de dire c'est seulement nous qui devons le faire. Ouais, merci beaucoup Mathias pour ces rappels importants. Vous restez avec moi encore quelques instants parce que comme souvent en Israël, un défi en cache un autre. Le ministère de la Défense annonce ce lundi le coup d'envoi de vastes travaux, à savoir le renforcement de la frontière orientale du pays. Vous le voyez, un projet colossal qui va donc débuter dans la vallée du Jourdain. Quelques chiffres, 500 km du Golan à Eilat et 5,5 milliards de shekels. Une zone où l'on veut prévenir évidemment des infiltrations depuis la Syrie et la Jordanie. Explication Chani Guidalia. Israël renforce sa frontière orientale. Le ministère israélien de la Défense a officiellement lancé la construction d'une nouvelle barrière de sécurité le long de sa frontière avec la Jordanie. Longue de près de 500 km à terme, cette barrière doit s'étendre du sud du Golan jusqu'à la région d'Eilat. Un dispositif présenté comme moderne, multicouche, combinant obstacles physiques, technologie de surveillance et moyens électroniques avancés. Pour le ministre de la Défense, il s'agit d'un enjeu de sécurité nationale. Dès mon entrée en fonction, j'ai défini la construction de cette barrière comme une mission centrale pour la sécurité d'Israël. Elle renforcera les localités situées le long de la frontière, réduira drastiquement les trafics d'armes à destination des terroristes en Judée et Samarie et portera un coup sévère aux efforts de l'Iran et de ses proxys pour établir un front oriental contre Israël. Le projet s'accompagne aussi d'un redéploiement militaire et de la création d'une nouvelle division territoriale chargée de sécuriser cette frontière.
Coût estimé de l'opération, 5,5 milliards de shekels. Un chantier colossal qui devrait s'étaler sur plusieurs années. Avec cette nouvelle barrière, Israël entend envoyer un message clair. Le contrôle de sa frontière orientale est désormais une priorité stratégique. C'est la frontière la plus longue du pays. La défendre suppose bien plus qu'une barrière. C'est tout un écosystème de localités, d'infrastructures, d'emploi, d'agriculture, de santé et de transport que nous devons développer. Une enveloppe initiale de 50 millions de shekels a été validée dans le budget 2026 pour lancer cette stratégie globale. Alors évidemment des questions autour de cette stratégie de transformer les frontières en forteresses. On revient vers vous, Mathias Inbar, parce qu'on a constaté malheureusement le 7 octobre, une frontière hermétique, ça n'existe pas, en tout cas pas encore, malgré la technologie. Est-ce que ce nouveau dispositif, d'après vous, intègre justement les leçons du 7 octobre ? Écoutez, je ne suis pas historien militaire et je ne suis pas philosophe de guerre, mais en revanche, ce que l'on sait, vous et moi, c'est que la muraille de Chine n'a pas arrêté les invasions, ni le mur de Berlin. Donc, en fait, ne se reposer que sur une installation fût-elle aujourd'hui technologique et non pas archaïque, ça ne fonctionne pas. On voit bien, par exemple, que la semaine dernière, vous parlez de la frontière avec la Jordanie, mais en Judée-Samarie, un mur s'est complètement écroulé à cause d'intempéries. Donc en fait, trop se baser sur les moyens technologiques, c'est oublier qu'il y a un homme dans le cockpit de l'avion, qu'il y a un homme automatiquement qui doit être présent et lorsqu'il y a des rapports des renseignements extrêmement graves, que ce soit en bordure de la bande de Gaza ou du côté de la Jordanie, parce que les renseignements sont très clairs. Il y a une volonté de l'Iran, par exemple, d'envoyer des milices chiites, soit irakiennes, voire des Iraniens et des Houthis à la frontière entre la Jordanie, l'Égypte, Israël, à cette frontière autour de Eilat, voire la vallée du Jourdain. Eh bien, on ne peut pas se fier uniquement qu'à une barrière dite intelligente, parce que l'intelligence, c'est justement savoir prévoir le danger et non pas être dans l'attente. C'est ce qui a failli malheureusement le 7 octobre. Ouais, prévention plutôt que réaction. Mathias, dans le fond, cette frontière qui jouxte d'ailleurs également, vous le rappelez, les territoires, c'est clairement l'un des grands défis sécuritaires de demain et même déjà d'aujourd'hui. Oui, parce que malheureusement, alors on le disait, il y a des barrières. Je vais me focaliser, si vous le voulez bien, sur la Judée-Samarie. Au-delà des trous dans la barrière de sécurité, il y a des comportements qui sont inexplicables. Tout à l'heure, je disais dans le journal de 5 heures cet après-midi que pour moi, c'était presque affilié à un acte de traîtrise. Comment des gardes de sécurité, sachant qu'il y a un vrai danger, qu'à chaque fois qu'il y a des travailleurs illégaux qui rentrent, on ne va pas généraliser, mais un d'entre eux peut passer à l'action. L'attentat de Ramoth dernièrement. Il y a aussi ces 3 policiers des gardes-frontières qui ont été inculpés, mis en examen cet après-midi parce que ils entretenaient des relations avec des personnes de l'autre côté. Ils ont réussi à en faire passer beaucoup, à même vendre, vous imaginez, un chargeur de M16 pour la modique somme de 100 shekels, une vingtaine d'euros. Et ça, le gros problème, c'est que au-delà de l'aspect sécuritaire, au-delà du fait qu'il y a une menace aussi de l'autre côté de ces barrières ou de l'autre côté de ces territoires, il y a aussi le comportement et tout cela fait que on voit bien il faut vraiment rester sur le qui-vive. J'ai envie de dire sur le pied de guerre, malgré le fait que la société israélienne veut revenir à un quotidien normal. Le post-7 octobre ne le permet pas encore. Voilà, une vision d'ensemble et ne pas oublier effectivement ce défi constant. Merci beaucoup Mathias Inbar pour cette analyse ce soir en direct. Allez, le gros plan à présent de cette édition qui tourne autour de la relation Israël-États-Unis. Nouveau test avec ces révélations, on disait, du Guardian britannique. Israël aurait mené des activités de surveillance visant l'armée américaine sur sa base installée à Kiryat Gat, tout près de la bande de Gaza. Bonsoir Shani Guidalia. Alors on parle d'un site sensible, notamment dans le contexte de la transition à Gaza. Oui, David, d'après des sources qui sont citées par le journal Le Guardian, des Israéliens auraient procédé à des enregistrements de réunions qui impliquent des militaires américains. Et l'affaire serait allée suffisamment loin pour que le commandant de la base, le général Patrick Frank, ait convoqué un responsable israélien et lui aurait dit, je cite, « Les enregistrements doivent cesser immédiatement ». Le Guardian rajoute qu'après ces informations, il y a des diplomates et des représentants étrangers qui auraient aussi exprimé leur inquiétude quant à la collecte et l'utilisation
l'utilisation par Israël des informations qu'il partage. En revanche, c'est important de préciser ce point, c'est qu'il ne s'agit pas d'espionnage. Israël se contente de prendre des notes et de rédiger des comptes rendus comme le ferait n'importe quelle organisation professionnelle. Et Israël insiste sur le fait que les informations en question et les réunions ne sont pas classifiées. Donc il ne s'agit pas d'informations secrètes. Et selon une source sécuritaire israélienne, le dispositif d'enregistrement était conforme au protocole et au processus. Et Israël a déclaré que ces allégations, je cite, ces allégations d'espionnage contre ses propres partenaires sont totalement infondées. Donc, autrement dit, Israël affirme agir en tant que partenaire et pas en service de renseignement infiltré. Alors, Chani, s'il n'y a pas d'espionnage, quel est l'enjeu stratégique de ce centre ? Déjà, il faut rappeler ce que c'est le CCMC, c'est le Centre militaire de coordination et de contrôle. C'est un centre, vous l'avez dit, qui est installé depuis le mois d'octobre à Kiryat Gat, dans le sud d'Israël. Il est là pour coordonner l'après-guerre. Dans ce centre, il y a les Israéliens qui se trouvent au premier étage, les Américains au troisième étage, et puis au deuxième étage, il y a des diplomates, des soldats, des humanitaires de plus d'une vingtaine de pays et d'une quarantaine d'organisations. L'enjeu stratégique, David, eh bien, c'est qu'on est dans un contexte où Washington cherche à reprendre la main sur la gestion du cessez-le-feu et de l'aide humanitaire. Et les États-Unis ont donc envoyé des spécialistes de la logistique et des crises, mais très vite, ils ont découvert que l'obstacle principal, il n'est ni sécuritaire ni logistique. Eh bien, l'obstacle principal, c'est qu'Israël se doit d'imposer des restrictions sur l'entrée de matériel, ce qu'on appelle le matériel à double usage. Et le résultat, c'est que même si ces experts ont réussi à convaincre Israël d'assouplir les listes d'entrée de ce matériel, eh bien, il y a des dizaines d'Américains, de militaires américains qui ont quitté justement le CCMC après quelques semaines. Voilà, site extrêmement sensible, on comprend bien. Merci beaucoup, Chani Guidalia, pour l'ensemble de ces précisions. On va poser à présent quelques questions à un expert. Les trois questions, elles sont ce soir pour Ariel Kahana qui nous rejoint. Bonsoir et merci à vous, correspondant diplomatique pour Israël Hayom. Est-ce que tout cela, c'est vraiment du sérieux ? Est-ce que c'est vraiment de l'espionnage ? Et si le cas s'avère, quel type de données sensibles seraient collectées, d'après vous, par Israël auprès des États-Unis ? Cette histoire dans le Guardian, c'est une fake news, c'est une infox. On ne peut pas dire ça autrement. De manière générale, ils enregistrent toutes les réunions qu'ils font au niveau des officiers, personne n'espionne. Et si on voulait espionner, ce ne serait pas en mettant un enregistreur sur la table. Tsahal a le devoir d'écrire les protocoles de manière organisée dans les réunions officielles. C'est ce qui s'est passé à Kiryat Gat. Et tout cela est essentiel, mais ça n'est pas du tout de l'espionnage. Alors, pas d'espionnage, mais est-ce que les Américains tiendraient Israël quelque part éloigné de certaines discussions sensibles, notamment sur la phase d'après-guerre à Gaza, d'après vous ? Ça, c'est déjà plus compliqué. Écoutez, Trump est censé rencontrer Netanyahou dans 3 semaines à Mar-a-Lago. Et certainement pas qu'on éloigne Israël des débats, mais la question est de savoir comment remplir les objectifs que le président Trump s'est engagé avec ses représentants à Israël de désarmer le Hamas, de désarmer la bande de Gaza. Ça, c'est le plan de Trump. Et personne, pour l'instant, ne peut voir qui le fasse. Même l'Azerbaïdjan, qui devait faire partie de ces forces, ont dit on n'est pas sûr qu'on va se joindre. Et donc, vous le voyez, aucun dirigeant international, ni militaire, ni autre, pour désarmer le Hamas. Alors, comment faire ? Les deux dirigeants vont devoir trouver une solution à ce problème. Je ne sais pas quelle elle est. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour l'instant. Question plus diplomatique, Ariel Kahana. Est-ce que cette affaire, si elle prend de l'ampleur, elle pourrait provoquer des remous diplomatiques, une crise de confiance entre les deux gouvernements à Jérusalem, à Washington ? Non, je ne dirais pas une crise de confiance. Tout ce que je connais
Il y a une coopération totale et partage des données sans rien cacher, sans surprise. Les Américains disent clairement « Nous sommes engagés à désarmer Gaza et à désarmer le Hamas ». Ça fait partie du plan Trump. La question est de savoir comment le faire. D'un côté, Trump ne veut pas le renouvellement de la guerre et Israël non plus. Personne ne veut la guerre si ce n'est pas indispensable. Et comment, d'un côté, obliger le Hamas à se désarmer et désarmer Gaza et sans utiliser de puissance militaire. D'un autre côté, c'est une question difficile. Les Américains ont dit comme d'un seul coup, d'un seul, on a réussi à libérer tous les otages, on va réussir à désarmer le Hamas. Ce serait bien, mais nous sommes plus sceptiques en Israël. Et Netanyahou a dit que la force internationale, l'ISF, ne fera pas l'essentiel, c'est-à-dire désarmer le Hamas. Alors comment est-ce qu'on va régler ce problème? Dans quelques semaines, peut-être qu'on aura la réponse. Peut-être 3 semaines, ce sera la visite justement de Netanyahou auprès de Donald Trump aux États-Unis. Merci beaucoup Ariel Kahana pour cet éclairage sur ces 3 questions. Et on parle aussi du front libanais, difficile voire impossible de forcer le Hezbollah à désarmer, à moins que l'ordre ne vienne directement de Téhéran. En tout cas, c'est l'idée du président du Parlement à Beyrouth qui tente de convaincre le guide suprême iranien, Ali Khamenei, de prononcer une fatwa autorisant la milice chiite qu'il parraine à remettre son arsenal à l'armée libanaise. Alors comment la requête a-t-elle été accueillie? On voit cela avec Déborah Benayoun. Comment convaincre le Hezbollah de renoncer à ses armes? Selon des sources libanaises, le président du Parlement libanais a adressé une requête sans précédent au guide suprême iranien, parrain de la milice chiite. Nabi Berri aurait demandé à Ali Khamenei l'émission d'une fatwa, soit un décret religieux, qui autoriserait le Hezbollah à remettre ses missiles de précision et son arsenal de drones. Dans sa lettre, Nabi Berri affirme que les Américains soutiennent sa position. Objectif de cette démarche, obtenir l'aval de Washington pour un accord mettant définitivement fin aux hostilités. Le président du Parlement aurait également demandé à l'Iran d'envoyer une aide financière d'urgence à des dizaines de milliers de familles chiites qui ont perdu leur maison, leur entreprise et leurs revenus lors de la récente guerre. Beyrouth fait face à un nombre croissant de plaintes d'habitants du sud du pays qui se sentent abandonnés dans un contexte de hausse significative des loyers dans des localités comme Tyr et Nabatieh. Selon les sources libanaises, Téhéran aurait approuvé la demande d'aide aux familles, mais aurait répondu de manière ambiguë à la question de la remise des armes. Autre aspect abordé dans le courrier de Nabi Berri, un engagement à maintenir la neutralité du Liban dans tout futur conflit entre l'Iran et Israël, et veiller à ce que le pays ne soit pas utilisé comme un pion dans la stratégie iranienne. Ces demandes interviennent alors que la scène politique libanaise reste divisée sur le sujet de possibles négociations avec Israël pour éviter une nouvelle confrontation. Le leader druze libanais Walid Jumblat a déclaré dans la nuit que le Liban menait les pourparlers selon des principes fermes, retrait des forces de Tsahal, cessez-le-feu stable et permanent et retour des habitants du Sud dans leur village. Il rejette catégoriquement toute idée de normalisation avec Israël, insistant sur le retour à ce qu'il appelle les fondamentaux du sommet de Beyrouth de 2002, des territoires en échange de la paix. Une thématique qui a inspiré ce soir notre consultant diplomatique. Tout de suite, l'édito de Christian Mallard. On vient de le voir au Liban, l'une des questions depuis plusieurs mois, c'est celle du désarmement du Hezbollah. Aucun plan crédible de la part des autorités de Beyrouth. Un aveu d'impuissance. Christian Mallard, bonsoir. Qu'on retrouve à Paris dans nos studios. Christian, le gouvernement libanais a plusieurs raisons d'être inquiet. Expliquez-nous. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Raji, a eu le courage d'avouer, je le cite, « Le Hezbollah ne désarmera pas sans l'aval de l'Iran ». Il affirme que la préoccupation majeure de l'organisation terroriste est de gagner du temps et de se renforcer. Youssef Raji déclare de façon peu convaincante qu'il essaye de désarmer le Hezbollah, mais que le défi à relever est trop grand. Le Liban reconnaît que l'Iran tire toutes les ficelles et envoie un message à ce dernier pour qu'il précise officiellement sa position. Le chef de la diplomatie libanaise espère en tout cas éviter à son pays une campagne militaire à grande échelle que pourrait déclencher Israël. Il compte sur Donald Trump pour exercer des pressions sur Israël. La dernière rencontre israélo-libanaise à Nakoura, à la frontière entre les deux pays, a été jugée positive, mais pour l'instant, il n'y a aucun résultat tangible. Israël insiste sur l'application des résolutions internationales pour désarmer le Hezbollah par le biais du Liban. Les autorités libanaises reconnaissent qu'on est très loin d'une signature d'un accord de paix avec Israël, tant les difficultés sont nombreuses. Le Hezbollah considère insidieusement
qu'il n'est pas dans l'intérêt du Liban de livrer ses armes. Le Liban affirme aussi que le Hezbollah a été incapable de soutenir le Hamas dans son conflit avec Israël. Voilà qui va plaire. Pour l'instant, le Liban est supposé récupérer les armes du Hezbollah dans le sud Liban, mais la question se pose. Que se passera-t-il si le Hezbollah ne désarme pas? Sans doute continuera-t-il à défier, provoquer à nouveau le Liban et Israël, sans parler des États-Unis. Merci beaucoup Christian Ballard pour cet édito depuis Paris. Il est temps de passer au parti pris de cette édition. Et ce soir, 2 partis pris pour le prix d'un. Quelle chance, Maurice Yfergan. Bonsoir. Notre analyse politique. Maurice, tellement d'actualités à commenter avec vous. D'abord, question, est-ce que les prisons israéliennes seraient devenues plus dangereuses pour les terroristes depuis l'entrée en fonction d'Itamar Ben-Gvir? On compte 110 terroristes qui y sont morts depuis 2023. David, je voudrais d'abord que les choses soient claires. On ne va pas verser des larmes sur ces terroristes qui ont perdu la vie dans les prisons israéliennes. Et en plus, pour que on soit extrêmement clair, ces 110 terroristes qui sont décédés en 30 mois, depuis janvier 23, ne sont pas décédés dans une prison israélienne. Ce sont des détenus de sécurité qui ont été transférés à l'hôpital et qui sont morts après avoir reçu des soins. Alors donc, il faut vraiment mettre les choses au clair. Personne n'a été liquidé des terroristes palestiniens dans les prisons. Ce sont des gens qui ont sûrement été blessés le 7 octobre ou qui avaient des maladies, qui sont décédés dans des hôpitaux sous contrôle médical. Donc, déjà, sur plusieurs milliers aussi. Ouais. Je veux dire qu'il y a 110 personnes qui sont mortes, 110 détenus morts sur 11 000. Ça veut dire que si vous faites le rapport, c'est à peine 1% de la population des terroristes palestiniens qui sont retenus dans les prisons israéliennes. C'est vraiment peu. Le problème, les critiques viennent du fait que le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, interdit depuis 2023 l'entrée et la visite de la Croix-Rouge dans ces centres de détention, ce qui fait qu'on a du mal à avoir des informations et que la presse internationale se gausse de cette interdiction en disant « Regardez, Israël cache ce qui se passe dans les prisons ». Il y a la deuxième chose, c'est que les médecins sans frontières, les médecins pour les droits de l'homme, eux aussi en rajoutent en expliquant que la proportion de décès est énorme parce que dans les années de 67 jusqu'à 2007, c'est-à-dire 40 ans, il y a eu 187 détenus palestiniens qui sont décédés dans des prisons. Le problème, c'est qu'on ne sait pas sur quelle population. Là, on sait que c'est sur une population de 11 000, alors que dans ces 40 dernières années, on ne sait pas quelle était la population. Et enfin, le parquet, bien entendu, le parquet militaire, qui est absolument contre la politique de Ben-Gvir, de cette politique de finir les camps d'été dans les prisons israéliennes de détenus de sécurité. Selon le parquet israélien, c'est pas possible. Les détenus se plaignent de faim, de surpopulation, de perte de poids. Bref, ils sont très mal en point. C'est ce que voulait Ben-Gvir, que les classes d'été finissent dans les centres de détention pour détenus palestiniens. L'une des phrases dont il a le secret. Maurice, qui nous mène à l'autre thème brûlant, c'est la peine de mort justement pour ces mêmes terroristes. Surprise ou pas, le Shabak, le renseignement intérieur, ne dit pas non. Le Shabak ne dit pas non, le Shin Bet, mais il ne dit pas non plus pourquoi il a changé de position. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à la semaine dernière, le Shabak était totalement opposé à la peine de mort pour les terroristes palestiniens détenus dans des centres de détention israéliens. Alors, selon le nouveau chef du Shabak, Zini, il y a des avantages à cette peine de mort et des inconvénients. Le problème, c'est qu'on n'a pas très bien compris, selon le responsable du Shin Bet qui est venu parler à la Knesset, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Maintenant, je crois que le problème, c'est que ce projet de loi est très mal perçu. Moi-même, j'ai cru à un moment, et j'étais absolument opposé, que c'était un projet de loi pour appliquer la peine de mort aux terroristes palestiniens. Or, si vous lisez le projet, il n'est absolument pas question de terroristes palestiniens. Je vous lis la phrase de ce projet de loi. « Condamner à la peine de mort toute personne qui, intentionnellement ou non, cause la mort d'un citoyen israélien par racisme ou hostilité envers la population et dont le but, c'est de miner l'État d'Israël et le peuple juif qui est retourné sur sa terre. » C'est-à-dire que tout acte de terrorisme, quelle que soit la personnalité ou l'origine de celui qui a perpétré cet attentat,
serait passible de peine de mort. Et là, de mon point de vue, dans la mesure où c'est universel, c'est acceptable. La question, c'est qu'encore une fois, le parquet militaire, lui, est totalement opposé à l'application de la peine de mort. Même le Shin Bet, d'ailleurs, laisse entendre qu'il y a des problèmes et qu'il veut, si la peine de mort est adoptée pour les terroristes, il faudrait que le Shin Bet donne son feu vert pour chaque exécution et que ces exécutions soient très proches de la sentence. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de laisser traîner ces détenus condamnés à mort pendant des années dans les prisons israéliennes. On comprend que la route est longue en tout cas. Merci beaucoup Maurice Ifergan pour ce double parti pris donc ce soir. Et comme chaque jour, notre page antisémitisme. Abject, sordide, qui combine haine du juif et lâcheté. Une nourrice algérienne sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français comparaîtra donc demain devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Elle est accusée d'avoir versé des produits ménagers toxiques dans la nourriture ou dans les boissons d'une famille juive. Direction Paris tout de suite et nos studios. Bonsoir Anna Papiachvili. Alors des faits qui remontent à janvier 2024. Motivation des préjugés antisémites qui ont d'ailleurs été retenus par le juge d'instruction. Bonsoir, absolument David. Ces faits remontent au 30 janvier 2024, employé depuis 2 mois par cette famille de confession juive. Cette nourrice, prénommée Leïla, est une Algérienne de 42 ans, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, vous l'avez dit. Elle avait par ailleurs présenté une fausse carte d'identité belge pour être recrutée. Voilà les informations qui ont été révélées par nos confrères du Parisien aujourd'hui. Elle comparaîtra donc demain, ce mardi, devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Elle est accusée d'administration de produits nuisibles avec cette circonstance aggravante d'avoir visé une famille en raison de sa race, son ethnie, sa nation ou sa religion. La suspecte est détenue depuis février 2024. Elle aurait versé des produits ménagers toxiques dans la nourriture et les boissons de cette famille avec 3 enfants en bas âge. Et les premiers soupçons naissent lorsque la mère de famille détecte dans plusieurs aliments et produits dans sa maison des odeurs et des goûts anormaux comme du vin au parfum de produits ménagers, du jus de raisin mousseux ou encore des pâtes avec un goût altéré. Et c'est là que la police découvre dans divers boissons et produits des substances toxiques pouvant provoquer de graves lésions digestives. Et puis l'enquête bascule au moment où l'un des enfants, c'est la fille cadette qui est âgée de 15 ans, qui explique avoir vu la nourrice transverser un liquide savonneux dans une bouteille d'alcool. S'ensuit la perquisition du domicile de la suspecte, Leïla, qui nie d'abord et puis elle se justifie maladroitement avant de passer aux aveux. Elle dit parce qu'ils ont de l'argent et le pouvoir, j'aurais jamais dû travailler pour une juive. Elle n'a fait que m'apporter des problèmes, des propos qui constituent donc une circonstance aggravante. Même si son avocate, cette suspecte, conteste la qualification antisémite, les investigations révèlent des recherches portant sur la religion juive de sa part, ainsi que des publications liées au conflit israélo-palestinien. Sur sa page Facebook, par exemple, il y a énormément de publications en lien avec ce conflit. Alors la mère de famille, encore profondément perturbée évidemment, décrit un foyer qui vit depuis cet événement dans la peur, et les enfants aussi âgés de 2, 5 et 7 ans au moment des faits portent eux aussi des séquelles psychologiques. La famille espère que le procès de demain mènera à l'expulsion de la prévenue par crainte qu'elle ne revienne nuire. Alors on reste sans voix face à la gravité des faits. Merci beaucoup Anna Papiachvili. Rendez-vous donc demain à Nanterre au tribunal. On va écouter d'ailleurs Patrick Klugman, c'est l'avocat de la famille. Il a répondu tout à l'heure aux questions de Dror Even Sapir. C'est un antisémitisme dans l'intimité. On n'est plus sur le terrain politique, on n'est pas sur le terrain public. On est entré dans une famille, on les a intoxiqués à travers un lien de confiance noué par les enfants dont on est la nourrice, et sous le prétexte véniel, mais surtout sous l'obsession que les Juifs ont de l'argent et du pouvoir, on va chercher à les punir. Ce sont les termes de la mise en cause dans le contexte postérieur au 7 octobre. Et donc, on va intoxiquer le repas du Shabbat. Le vin du kidouche, le jus de raisin, la bourra et différents autres aliments de la sorte. Voilà ce qui s'est passé. C'est totalement inédit.
Voilà, donc Patrick Klugman, autre affaire, et on reste en France. On va commenter ce tweet, un de plus, du député insoumis Thomas Porte. Il qualifie, vous voyez, Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, de ministre de la Knesset, lapsus, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, qui venait de réaffirmer que la France ne participerait pas au boycott d'Israël lors de l'Eurovision, contrairement, on le sait, à l'Irlande, aux Pays-Bas, à la Slovénie ou encore à l'Espagne. On va en parler ce soir avec Maître Arnaud Klarsfeld, qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes avocat, notamment de l'association Fils et filles de déportés juifs de France, et vous êtes également conseiller d'État. Alors vous aussi, vous publiez en réponse à cela un tweet. Vous dites que l'extrême gauche est la nouvelle extrême droite. Vous dites que le Rassemblement national s'est fait le protecteur des juifs et que l'extrême gauche puise sa propagande chez Édouard Drummond, figure de l'antisémitisme. Pour vous, on assiste à une mutation de l'histoire ces temps-ci en France ? Oui, l'extrême gauche, par propension idéologique et par calcul politique, a fait le choix d'un antisionisme passionné qui dissimule l'antisémitisme. Encore qu'ils acceptent les juifs, mais à condition qu'ils abjurent Israël. Ils veulent bien des juifs s'ils sont des maranes politiques et s'ils disent qu'ils détestent Israël. Et ils n'acceptent pas que les juifs israéliens, quel que soit leur bord politique, puissent chanter. Et d'ailleurs, dans le Reich nazi, il y avait des lois qui interdisaient aux Juifs non seulement d'acheter des fleurs ou de posséder des animaux, mais aussi de participer à des orchestres. Eh bien, la France insoumise cherche aussi à invisibiliser les Juifs, à les boycotter. C'est une tendance chez eux, et c'est vrai que les déclarations de la France insoumise et de l'extrême gauche puisent leur venin dans la littérature de Drummond, et chaque jour, il semble écrire une nouvelle page des protocoles des sages de Sion. Et le Rassemblement national, lui, a fait sa mue et se fait aujourd'hui le protecteur des Juifs. Et le CRIF est aveugle de ne pas vouloir le constater et de ne pas vouloir choisir entre le Rassemblement national et la France insoumise. Ça, vous pensez vraiment que le CRIF ne fait pas la distinction, c'est-à-dire met sur un pied d'égalité aujourd'hui ces deux extrêmes, entre guillemets, même si ils disent ni l'un ni l'autre, donc ils font un choix, non ? Effectivement. C'est-à-dire ils font le choix de ne pas faire le choix. En tout cas, vous dites que Thomas Porte, avec ce tweet, s'attaque à la fois à Israël et aux Juifs. Vous pensez, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, que si LFI était au pouvoir, il pourrait y avoir des lois quelque part discriminatoires envers ceux qui soutiennent Israël, donc une grande partie des Juifs de France aujourd'hui ? Ah oui, ceux qui soutiennent Israël seraient mis à l'index. Vous avez quand même quelques notions d'histoire. Chaque fois que l'extrême gauche a pris le pouvoir quelque part, ça a été une police politique. Je ne peux pas le prouver, hein. C'est l'avenir qui le dira ou qui ne le dira pas, j'espère surtout. Mais ceux qui soutiennent Israël seront évidemment mis à l'index. Et les Juifs qui dénigrent Israël seront mis en avant. Et vous pensez, dans le fond, qu'il est de plus en plus difficile d'être de gauche tout en défendant Israël, du moins en France ? C'est ça, quelque part, qui est paradoxal par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques décennies à peine. Personnellement, je crois qu'il est impossible d'être de gauche et de défendre Israël en étant cohérent avec soi-même. Effectivement. Donc, parce que la gauche, c'est la France insoumise. Pour l'instant, ça peut changer, hein. Je ne dis pas que François Hollande, qui est quelqu'un d'éminemment respectable, ou que Bernard Cazeneuve, qui est éminemment respectable, haïssent Israël. Non, mais la gauche en elle-même, comme corps politique, est dominée par l'extrême gauche. Et ceux qui veulent être élus à gauche doivent passer sous les fourches codines de l'extrême gauche. Et les fourches codines, c'est la détestation d'Israël. Vous avez bien vu non pas seulement ces derniers mois, mais ces dernières années, cette obsession de l'extrême gauche à l'encontre d'Israël. Il est quand même visible. Il n'y a pas d'équité du tout. Il y a une obsession qui est maladive, non seulement maladive, mais en plus qui est décidée par calcul politique. Voilà, une gauche obsessive, donc qui est noyautée, vous le dites, par les insoumis aujourd'hui en France. Merci beaucoup, Maître Arnaud Klarsfeld, pour cette intervention en direct dans la grande édition. Un détour par Londres où des élus britanniques réclament désormais l'expulsion des étudiants étrangers, justement, qui sont antisémites. Et on retrouve la correspondance de Laura Calmu dans la capitale britannique.
Oui, dans une lettre révélée par le Daily Telegraph, les conservateurs dénoncent une hausse inquiétante d'actes antisémites dans les universités britanniques. Ils demandent au gouvernement d'utiliser l'immigration Act pour révoquer les visas de tout étudiant étranger impliqué dans du harcèlement ou de l'intimidation envers des membres de la communauté juive. Alors les responsables de l'opposition, Laura Trott et Chris Philp, veulent permettre aussi l'expulsion de tout étranger exprimant des positions antisémites ou un soutien à l'extrémisme, une approche qui rappelle en quelque sorte la politique américaine sous Trump. Ces demandes qui interviennent alors que 272 incidents antisémites ont été recensés sur les campus en 2023-2024. C'est un record. Le gouvernement répond qu'il n'y a aucune place pour l'antisémitisme, mais que toute annulation de visa se fait au cas par cas et que les universités doivent appliquer des procédures strictes contre la haine et le harcèlement. Voilà, tour de vis au Royaume-Uni. Merci beaucoup à Laura Calmi depuis Londres. Et c'est la suite de notre dossier à présent de la semaine. Mieux cerner le projet global du Hamas. Deuxième volet ce soir avec les personnages clés et l'évolution interne. Qui dirige vraiment le Hamas et comment ce mouvement a su conserver la même radicalité, quels que soient les leaders qui l'ont dirigé. Certes, il a été secoué par les éliminations ciblées. Certes, le mouvement est fracturé entre Gaza et l'étranger, mais la ligne directrice, elle, n'a pas bougé. Un seul objectif, détruire Israël via le terrorisme. Ni diplomatie, ni concession. Portrait croisé tout de suite des figures clés et de la nouvelle chaîne de commandement avec Mathieu Winding. Le Hamas n'est pas un bloc. Entre politburo en exil au Qatar, en Turquie ou en Iran et direction militaire à Gaza, l'équilibre interne a basculé depuis 2023 jusqu'aux éliminations qui ont bouleversé la hiérarchie. Fondateur du Hamas en 1987, Ahmad Yassin est la référence originelle. Son mélange de religieux et de politique structure encore l'idéologie de l'organisation terroriste. Son élimination en 2024 l'a érigé en prototype de martyr. Khaled Meshal, longtemps installé en Syrie puis au Qatar, symbolise l'exil politique du Hamas. En 1997, il survit à une tentative d'empoisonnement attribuée au Mossad, un épisode qui renforce son aura. Depuis, il cherche à incarner la branche diplomatique de l'organisation terroriste, toujours aussi radicale, mais son influence est contestée par Gaza. Figure médiatique et chef officiel du bureau dit politique, Ismaël Haniyeh incarnait le visage politique du Hamas jusqu'à son élimination à Téhéran, en plein cœur du dispositif iranien, un événement qui a sidéré la région et laissé le politburo extérieur son véritable numéro 1. Chef de Gaza et orfèvre de la terreur contre Israël comme en interne, Yahya Sinwar dictait la ligne dure depuis les tunnels, mais il est tué dans une frappe qualifiée de chanceuse par Israël lors d'une opération où il n'était pas la cible initiale. Sa disparition ouvre un vide considérable dans la direction intérieure. Architecte militaire du Hamas, invisible depuis des années, Mohamed Deif a longtemps échappé aux opérations ciblées. Plusieurs tentatives ont eu lieu dans les années 2000 jusqu'à son élimination récente qui met fin à l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire du renseignement israélien. Derrière ces figures historiques, un nom émerge, Khalil al-Hayya, rescapé des éliminations et désormais considéré comme le nouvel homme fort du terrain. Il consolide des liens avec l'Iran et assure la coordination entre ce qui reste de la direction politique et les unités combattantes. L'architecture financière du Hamas repose sur l'Iran pour les armes et l'entraînement. Le Qatar offre soutien politique et argent liquide, tandis que la Turquie est un carrefour logistique. Un réseau financier discret complète l'ensemble du Liban à l'Afrique de l'Est. Les éliminations successives de Haniyeh, Sinwar et Deif ont reconfiguré le pouvoir. Les cadres intermédiaires montent en première ligne et Gaza perd mécaniquement de son influence au profit d'un appareil beaucoup plus dépendant de l'Iran. Aujourd'hui, le Hamas tente de préserver l'unité entre l'exil politique et pragmatique autour de Khaled Meshal, entre les héritiers radicaux de Sinwar et Deif à Gaza, et finalement Khalil al-Hayya, pivot entre les deux mondes. La cohérence idéologique de l'organisation terroriste pourrait être mise à l'épreuve par l'application du plan Trump pour Gaza. Alors pour mieux comprendre cette fidélité au principe de départ, impossible d'ignorer ce que dit le Hamas dans sa charte publiée en 1988. Bonsoir Loïc Stécher-Chocron, nous allons voir avec vous 36 articles pour l'un des documents idéologiques les plus radicaux du Moyen-Orient encore aujourd'hui.
Oui, dès les premières lignes, la charte se place sous la bannière d'un combat religieux total. Elle n'évoque ni frontières, ni État palestinien. Elle évoque aussi surtout une guerre sacrée où toute la Palestine de la mer au Jourdain doit être libérée par la lutte armée sans négociation possible. La charte n'attaque pas seulement Israël, elle cible les Juifs en tant que peuple, reprenant des motifs classiques de l'antisémitisme du XXe siècle. La violence n'est pas un outil, c'est une obligation religieuse. La charte affirme que le djihad est la seule voie. Un programme mêlant extrémisme religieux, anéantissement d'Israël et vision antisémite du monde. Un texte qui transforme la haine et la violence en doctrine et qui continue d'alimenter près de 40 ans plus tard une vision totale du conflit sans coexistence possible. Alors radical en effet, merci beaucoup le Xécher Chokroun. On pousse notre analyse un petit peu plus loin ce soir avec le professeur Kobi Michael. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes ancien directeur adjoint du ministère israélien des Affaires stratégiques et chercheur à l'INSS. Alors cohérence totale, on vient de le voir, entre l'idéal d'origine, donc le projet, le cahier des charges initial du Hamas, et puis la réalité du Hamas encore aujourd'hui. Rien n'a pu détourner ce mouvement de sa radicalité, ni le temps, ni les guerres, ni le changement de leadership. C'est ça précisément, vous diriez, la définition du fondamentalisme ? Bonsoir, tout à fait. Et il n'y a rien pour encourager le Hamas à changer sa voie d'action, parce que le Hamas sent que d'un côté, les États-Unis, le président Trump, est très déterminé à réaliser son plan et de ne pas reprendre la guerre, et donc il retient Israël, et de l'autre côté, le Qatar et la Turquie qui déclarent de manière très claire qu'ils ne permettront pas le démantèlement du Hamas. Au contraire, ils œuvreront afin de trouver un arrangement qui laisse le Hamas armé et ayant une influence sur ce qui se passera à Gaza dans l'avenir. Donc ils n'ont aucune raison de changer leur comportement. Et ils réussissent d'ailleurs à renforcer leur contrôle de la zone qu'ils contrôlent dans l'ouest de la bande de Gaza. Et pas seulement, parce que le plus marquant peut-être, c'est que la mentalité Hamas, elle est devenue dominante dans la rue palestinienne, bien aidée peut-être par la corruption aussi de l'autorité palestinienne aujourd'hui. Écoutez, dans la conception du monde ou dans l'idée nationale palestinienne, il y a une base religieuse que le Hamas représente de manière frappante. Ça ne veut pas dire que tous les Palestiniens soutiennent le Hamas, mais ça veut dire que le Hamas est un mouvement bien plus populaire que le Fatah. Et cela veut dire qu'une grande partie du public palestinien soutient aussi l'attaque du 7 octobre et dans l'idée du combat armé représenté par le Hamas. Et donc, il s'agit là d'une sorte d'éthos de la société palestinienne, une base psychologique collective qui réussit à permettre au Hamas de renforcer son contrôle du public palestinien, en particulier dans la bande de Gaza, bien sûr. Alors, en tout cas, difficile d'espérer un changement de mentalité à Gaza et ailleurs. Merci beaucoup pour cet éclairage en direct ce soir, professeur Kobi Michael. Encore un mot sur le terrorisme palestinien et sur les séquelles qui hantent les anciens otages de Gaza. Le cas ce soir de Rom Braslavski, témoignage bouleversant à Rome, où il a parlé d'un assassinat psychologique. Il était l'invité du parti de Giorgia Meloni. On écoute un extrait. J'ai vu de mes propres yeux les horreurs. J'ai vu une chose, un massacre. J'ai vu de jeunes et belles femmes jetées à terre, criblées de balles, leurs vêtements déchirés et des rivières de sang dans la rue, au milieu des cris Allahu Akbar que l'on pouvait entendre de toutes parts. J'ai vu dans une grande poubelle une grande quantité de cadavres, des femmes, des personnes âgées, des enfants, couverts de sang, massacrés simplement parce qu'ils étaient israéliens, juifs. Au cours de ma captivité, le djihad islamique qui me retenait m'a assassiné mentalement, jour après jour. Ils m'ont maltraité mentalement et m'ont laissé des séquelles partout, mentalement et sur tout le corps. Voilà, le courage, la résilience de Rom Braslavski, ancien otage à Gaza. Et quand l'actualité va plus vite, ça donne l'info chrono tout de suite.
On savait que l'autorité palestinienne rémunérait les terroristes et leurs familles. On apprend qu'elle les chouchoute. Révélation du Centre de Jérusalem pour les affaires étrangères et sécuritaires. Ramallah exonère les terroristes libérés de l'intégralité des taxes pour l'achat d'un véhicule. La mesure, appliquée discrètement depuis 2014, concerne principalement les assassins ayant purgé de lourdes peines en Israël et les individus ayant pris part à des attentats. Une économie d'au moins 70% pour les terroristes et un manque à gagner mécaniquement conséquent pour les finances palestiniennes, surtout depuis la récente libération de 3300 terroristes dans le cadre des échanges avec les otages. Aux États-Unis, cela faisait une dizaine d'années que les parcs nationaux ouvraient leurs portes gratuitement au public le jour de l'anniversaire de Martin Luther King. La tradition va évoluer dès l'an prochain. La journée gratuite, ce sera désormais le 14 juin, soit l'anniversaire de Donald Trump lui-même. L'annonce a déclenché une levée de boucliers chez les militants des droits civiques qui crient au sacrilège. Petite précision, ce cadeau annuel concerne uniquement les citoyens américains. Pour les touristes étrangers, le tarif d'entrée de ces mêmes parcs va doubler à compter du 1er janvier. Avertissement météo, des vents atteignant 80 km/h, de fortes précipitations jusqu'à 150 mm. Israël se prépare au passage de la tempête Byron qui vient de sévir en Grèce ou à Chypre. Coup d'envoi attendu mercredi pour une journée d'environ 3 jours. L'ensemble du pays est concerné depuis la plaine côtière jusqu'au désert du Negev où l'on s'attend à des inondations. Enfin, le hit parade des prénoms les plus populaires chez les nouveau-nés israéliens juifs. Chez les filles d'abord, victoire d'Abigail avec plus de 1400 naissances qui devance nettement Ayala et Sarah. Chez les garçons, c'est David qui poursuit son règne. Lavi et Ariel complètent le podium. Une tendance forte, l'attachement aux prénoms bibliques et traditionnels. Notez qu'à l'échelle nationale, c'est Muhammad qui domine toujours le classement en accaparant 10% des naissances musulmanes. Et un reportage pour finir. Les combats qui ont eu lieu ces 2 dernières années ont mis en avant les unités d'élite de Tsahal et notamment les unités commando. Eh bien, l'une d'elles sert sous la surface de l'eau. Uri Shapira a eu le droit, un droit exceptionnel d'accompagner le Yaltam, c'est l'unité commando sous-marine. Reportage adapté par Eric Fendler. בתחילת המלחמה מצאנו תחמושת מאוד גדולה בחופי חיפה, זה היה 250 קילו חומר נפץ, ואחרי הרבה התייעצויות גם עם גופים שונים בצבא וגם עם המשטרה, ובאמצעות פיצוץ מבוקר, הצלחנו לפוצץ אותו ולהציל ולשמור על חיי אדם. הסיבה שההכשרה היא כל כך ארוכה והם צוללים בין 4 ל-5 צלילות ביום ובלילה, זה כדי לנטרל את ההשפעה של הים. Les tensions et combats qui ont eu lieu ces 2 dernières années ont mis en avant les unités d'élite de Tsahal, dont les unités commando et de génie militaire. Une de ces unités sert sous la surface de l'eau. Nous avons eu le droit exceptionnel d'accompagner l'unité commando sous-marine, le Yaltam. אנחנו מתעסקים בכל התחום של תחמושות מתחת למים, פחה, מוקשים. אם לצורך העניין יש תחמושת שמוצאים בים, זה יורד אלינו, ואנחנו אחראים לבוא להגיע, להתמודד מול האיום הזה, בין אם זה לבוא ולהשמיד אותו בים, או להוציא אותו במים, כשאנחנו מבינים שזה לא במצב מסוכן. צלילות מורכבות, עתימות של דברים, המון טכנולוגיה, רובוטיקה תת-מימית. Cette unité qui a été montée dans les années 60 a passé plusieurs révolutions. Aujourd'hui, des femmes servent au sein de celle-ci comme plongeuses de combat. כל העניין של גדלים מסוימים, צלילות במקומות צרים, עד הרבה פעמים תעדיף להוריד אישה שיכולה להיכנס. נשים יש להם ריאות הרבה יותר קטנות, הצריכת האוויר שלנו מתחת למים הרבה יותר נמוכה ברוב המקרים. Nous allons assister à une série d'exercices reflétant des missions du Yaltam. Sur le bateau, nous attend le commandant de l'unité. האימון הוא עם דיסק, ממש דיסק, כמו שחותכים מעל המים, הם התרגלו חיתוך של חוליות שרשרת, ואנחנו משתמשים בזה לעבודות הנדסיות. צריכים לחלץ מטען או אנשים במקרה כזה או אחר, אז יש לנו את היכולת להפעיל כלים שעובדים בסביבה ימית. Sur le pont, nous découvrons de nouvelles technologies dernier cri de l'unité. מקרובות אוויר נכנסים למרכזייה מצד ימין, ומצד שמאל יוצאים דרך צינור האמביליקל, צינור ההזנה לכל צולל. ויכולת למדוד עומק, קשר, שנוכל לדבר עם הצולל תוך כדי הצלילה. הצוללים מקבלים מכלים גדולים שנמצאים על הסיפון,
ולמעשה המגבלת אוויר אינה אישו, אין מגבלה של אוויר. À l'inverse de la plongée avec bouteille, les plongeurs se servent de ce casque spécialement conçu pour eux. Cela permet des plongées plus sûres et dans de meilleures conditions. אני בתקשורת מלאה עם הצוללים, ובצלילות משימתיות אני גם שם מצלמה, אז אני גם רואה ישר מה שקורה איתם. אני יכול לעזור להם, אני יכול להסביר להם. אני בכל רגע ורגע בצלילה, אני כמפקד הצלילה, בשליטה מלאה. Quand ces hommes remontent à la surface, une autre équipe de plongeurs prend leur place pour une mission supplémentaire. בעקבות הלחימה אנחנו מוצאים לא מעט פריטים שקשורים לנפילות שהיו. זה יכול להיות פריטים שקשורים למיירטים, זה יכול להיות פריטים שקשורים לתחמושת שהגיעה מאיראן. La guerre a donné à ces soldats d'innombrables missions. על רוב הפעולות שלנו שעשינו במלחמה והמשימות אנחנו לא נוכל להרחיב, אבל אחד הדברים שעשינו עוד בימים הראשונים של המלחמה היה להגיע לגבול עזה, לחוף זיקים, ולבצע שם זיכוי של התווך הימי, והוצאנו משם המון תחמושות, ציוד אמל"ח, ציוד צלילה, והבאנו אותם אחרי זה לחקר, למודיעין, בשביל שיוכלו להבין עוד איך האויב שלנו עובד. Ces combattants ont eu à faire de nombreuses missions sous-marines alors que les missiles et roquettes tombaient dans la mer. לי אישית יצא להיות באירוע שהיינו שם באיזשהו משימה, ובאמת הייתה נפילה מאוד מאוד קרובה אלינו, ובאותו רגע הבנו שאנחנו צריכים להתקפל כמה שיותר מהר ולחזור חזרה ליחידה. Malgré les difficultés et le danger, les combattants commandos de l'unité Yaltam continuent leur mission secrète. Et comme le dit le proverbe, méfiez-vous de l'eau qui dort, ou plutôt, qui en a l'air. Une petite idée de l'ampleur de ces défis hors normes. Allez, la suite, c'est dans un instant avec Raphaël Hassine. Ça se débat et ses invités débatteurs. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. La fin de cette édition. À demain. Très bonne soirée à tous sur iTunes TV.